Donc, bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Cap-Plan roule. Ici, on souhaite créer un espace pour discuter librement avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des artistes qui font rouler nos communautés parce qu'on pense que leur travail est important pour notre écosystème social, économique, un peu comme le Cap-Plan pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anédite Daou, je suis la fondatrice et propriétaire de l'entreprise Cap-Plan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter et mettre en valeur la région par le biais de plusieurs projets, dont une ligne de vêtements disponible sur caplan.ca, donc une boutique en ligne qui propose des vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Et je voulais prendre un petit 2 minutes parce que là, on est au deuxième épisode, en fait, du podcast Le Cap-Plan roule. Et je voulais vous remercier à toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode avec Ève Ringuette, qui est une artiste métisse de la communauté de Uashat-Makmagiotenam. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire que vous aviez apprécié cet épisode-là. Donc, je voulais vous remercier. Et sans plus attendre, je vous présente le prochain invité. Donc, l'invité avec qui je vais discuter aujourd'hui d'entrepreneuriat. Donc, André Morin, qui est cofondateur et directeur de production de la microbrasserie Saint-Pancras à Baie-Comeau. Bonjour, André. Salut, Anédite. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien. Écoute, merci de prendre le temps de participer à cette belle discussion sur l'entrepreneuriat. La microbrasserie Saint-Pancras a 10 ans cette année. C'est quand même pas rien. Fait que donc, on s'est rendu à 10 ans. C'est incroyable quand même. Mais j'avais envie de t'inviter sur ce podcast-là parce que justement, la microbrasserie Saint-Pancras, c'est un modèle inspirant, je trouve, d'entreprise. Quand nous, on a créé Cap-Plan, ça a été, on regardait un petit peu beaucoup ce qui se faisait dans la région là au niveau des projets entrepreneuriaux. Puis c'est sûr que Saint-Pancras demeure un incontournable maintenant dans la région. On aura l'occasion de parler de ces 10 ans-là. Mais d'abord, j'avais envie de te demander un petit peu parce que quand on rencontre les gens sur la Côte-Nord, souvent on demande la première question, c'est toujours t'es un petit gars à qui, t'es une petite fille à qui, d'où tu viens. Fait que j'avais envie de te poser la question, t'es un petit gars à qui et d'où tu viens? Je pense que tu viens de l'Abitibi, c'est ça? C'est ça, je dirais pas à qui parce que comme on est un peu loin, je suis un petit gars de où? Fait que ouais, je suis un petit gars de l'Abitibi qui s'est bien retrouvé dans la Côte-Nord en fait, qui a retrouvé son Abitibi, qui a retrouvé une partie de ses racines dans la Côte-Nord. En fait, moi et ma conjointe, Marie-Hélène, on est natifs d'Abitibi, on a fait nos études à Montréal et à la fin de nos études, j'ai eu l'opportunité d'avoir un emploi à Baie-Comeau. Au gouvernement du Québec. Donc, le projet entrepreneurial et la microbrasserie n'étaient pas un objectif au départ, puis c'était pas dans mes cartons quand j'étudiais, mais ça l'est devenu. Puis aujourd'hui, j'en suis vraiment très fier et très heureux du parcours fait dans ces 10 dernières années-là. Donc oui, on part de l'Abitibi, nous autres. Oui, et tu as une maîtrise en environnement, si je ne m'abuse. C'est ce qui a fait en sorte que tu es venu travailler dans la région. Exact, une maîtrise en environnement. Puis, une maîtrise en environnement et il faut que je compte l'anecdote, là, et un type très, très, très généreux des éboulements. Parce que quand on est venu sur la Côte-Nord, j'ai explosé le moteur de ma voiture aux éboulements pour faire mon entrevue. Et dans Charlevoix, non? Dans Charlevoix. Et il y a un garagiste qui m'a prêté sa voiture pour que je vienne faire mon entrevue à Baie-Comeau. Parce que sinon, on virait de bord. Puis on a passé à ça de jamais venir sur la Côte-Nord. Bref, un chic type des éboulements m'a permis de faire mon entrevue à Baie-Comeau. On le salue d'ailleurs et on le remercie. Ah, c'est super. Puis je sais que tu brassais de façon artisanale avant de partir, en fait, ce projet-là. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui te lie à la bière? Pourquoi ce breuvage-là? Puis qu'est-ce qui t'intéressait aussi dans le procédé peut-être de la fabrication de bière? D'où on en vient, dans le fond, à travailler en environnement, travailler aussi comme fonctionnaire à entrepreneur. Je comprends. Puis c'est un parcours, hein. C'est pas venu, c'était pas une décision, c'était pas réfléchi. C'est un parcours qui
qui m'a apporté là. La bière, en fait, j'abrasse depuis que je suis au cégep, un peu plus à l'université. Donc, j'avais le plaisir de développer c'était toujours avec des amis. Donc, c'était un moment de rassemblement, de prendre du temps à la fin de semaine, faire quelque chose, puis créer quelque chose à partir de matières premières. Donc, c'était vraiment pour le pur plaisir. Puis, en arrivant sur la Côte-Nord, à Bécomo, j'ai retrouvé cette communauté-là. On était entre 6 et 8 brasseurs maison qui on se rencontrait. Donc, c'est un volet très social où on dégustait de la bière ensemble, on partageait des moments, puis on créait certains produits en même temps. Et de fil en aiguille... Qu'est-ce que j'aime du goût de la bière? Qu'est-ce que j'aime du goût de la bière? Ouais. Ben, écoute... C'est pourquoi pas avoir fait du vin ou d'avoir fait du kombucha, par exemple? Ben, écoute, en 10 ans, le kombucha, il n'y avait pas beaucoup. Ça aurait peut-être été révolutionnaire. Mais je sais pas ce que j'aime du goût de la bière. Je pense que pour moi, la bière, c'est un breuvage de rencontres, de moments, de plaisir. Donc, ça se retrouve souvent dans des endroits où on a où le temps est bon, finalement. Donc, la bière fait partie de ces moments-là. Par contre, le Saint-Pancras, qu'on a démarré, le Saint-Pancras, l'objectif de départ, ce n'était pas de faire de la bière. Bizarrement, c'est ce qu'on fait, de la bière. Mais l'objectif, puis tantôt, ben, merci de l'avoir souligné, d'avoir, quand tu as parlé, Anne-Édith, que le Saint-Pancras vous a un peu inspiré au début. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Donc, c'était de faire rayonner la Côte-Nord. On trouvait que la bière était un excellent moyen de faire rayonner la Côte-Nord, que la Côte-Nord se retrouve dans ces moments chaleureux-là, où on a du plaisir ensemble, où on a du partage, mais que via la bière, on transporte la Côte-Nord. Puis c'est comme ça qu'a démarré le Saint-Pancras. Et la mission du Saint-Pancras, c'est vraiment de faire voyager la Côte-Nord par la bière. Donc, mais la bière, l'identité c'est un vrai tripeux de bière. Finalement, là. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous étiez 4. Est-ce que tous les membres, les 4 personnes, est-ce que vous venez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la Côte-Nord ou vous êtes 4 adoptés? Oui, pour l'histoire complète, on est 6 au départ. Donc, quand on a parti même en mode brewpub au début, on était 6, 5 fonctionnaires et une vraie nord-côtière. Donc, 5 fonctionnaires de l'extérieur et une vraie nord-côtière, Karine, bécomoise, là, donc, qui est née ici. Puis Karine, j'ai eu la chance, en fait, quand on a démarré, c'est drôle parce qu'en janvier dernier, j'ai célébré cette journée-là qui était pour moi un moment clé dans le projet. La fois où j'ai appelé Karine, je la connaissais pas. On était 2 groupes à vouloir ouvrir une microbrasserie. Puis à ce moment-là, ben, j'ai appelé Karine, puis on a échangé. Puis Karine a accepté de joindre notre groupe. Puis Karine, heureusement, c'est elle qui a starté le Saint-Pancras. Elle n'aimerait pas ça m'entendre dire ça. Mais Karine est la première vraie entrepreneur du Saint-Pancras. Moi, je suis devenu à force d'être dans cet univers-là. Mais dès le jour 1, Karine voyait le potentiel. Elle ouvrait un brewpub. Nous, on était des fonctionnaires qui avaient envie de faire autre chose. Okay. Donc, l'intention n'était pas nécessairement la même. Puis, mais ça s'est passé, c'est drôle, dernièrement, là, donc vers la fin janvier, ce coup de fil-là à une inconnue pour démarrer un projet. Là. C'est incroyable quand même hein, de regarder. Mais comment tu te sens justement, là, ça fait 10 ans, de repenser à cette première journée-là, de repenser aussi à tout le chemin parcouru, là, parce que on le dit souvent, être entrepreneur, c'est un marathon, là. Je veux dire, des fois, je me dis, avoir su que c'était ça, je sais pas si j'aurais parti Kaplan de la même façon. Je ne sais pas si je serais entrepreneur aujourd'hui, mais c'est ça aussi la beauté de ce métier-là, je pense. Oui, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment en tout cas pour moi, il y a dû avoir cette naïveté-là. Il ne faut pas voir tout le projet d'un coup. Ceci étant dit, là où on est aujourd'hui, on est au-delà de ce qu'on pensait être, c'est vrai, il y a 10 ans, mais l'usine où je suis présentement, là, les 2 lieux, pub et brasserie, avoir une brasserie qui distribue partout sur la région puis qui a une identité forte régionale, ça, c'était, dès le départ, c'était présent. Donc, ça a juste été un peu plus gros que prévu. Puis après ça, ben, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est toi qui décides où tu la mets ta limite. Puis je pense que c'est ça un des plus gros défis de l'entrepreneuriat, c'est que on vient tellement addict, là, mais donc accro aux opportunités
Puis au projet, puis au développement, qu'à notre limite, parfois, on l'affranchit, puis on se souvient plus pourquoi on fait les choses. Fait que c'est bien de savoir jusqu'où on veut aller et elle est où notre limite. Là. C'est ça. Puis ça serait quoi votre plus grande victoire ou ta plus grande fierté dans ces 10 ans-là? Je sais pas. C'est pas une fierté qui nous appartient, mais qui appartient, mais à quelque part, oui. Puis je sais pas, je ne connais pas la recette, mais c'est d'avoir réussi à avoir développé une marque qui crée l'identité nord-côtière. Donc, qui fait partie de cette grande identité nord-côtière-là. Puis on est super heureux aujourd'hui de voir plein d'autres entreprises vraiment aussi marquées. La tienne en est une. Tu sais, je porte fièrement aujourd'hui un de tes chandails. Moi, je suis hyper fan de Kaplan. Quand vous avez démarré ça, quand tu as démarré ça, écoute, j'étais content que quelqu'un développe enfin des outils, tu sais, donc du visuel identitaire fort, nord-côtier, nord-côtière. Puis ça, pour moi, c'est de ça que je suis le plus fier aussi. C'est le Saint-Pancras permet de faire rayonner la région, créer de la fierté. Puis quand on va à Montréal, dans un festival de bière aujourd'hui, Saint-Pancras est quand même bien connu sur la scène brassicole, un peu parce qu'elle a 10 ans aussi, puis on a parcouru beaucoup de chemins. Tout d'un coup, Bécomo, la Côte-Nord, même la Macpaille, la rivière Macpaille commence à être connue à cause de la bière Macpaille. Elle l'était déjà beaucoup avec les films et les documentaires qui ont eu dessus. Mais tu sais, tout ça crée du rayonnement. Fait que pour revenir à la question, c'est une longue réponse, là, mais pour revenir à la question qui était la plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir su créer une marque qui porte cette identité-là. Ouais. Puis de participer au rayonnement de la région, finalement. Oui, 100%. Ouais. Puis, tu sais, on revient après ça à mes études, à ce que je faisais avant. Moi, j'étais conseiller en développement régional. Fait que le développement des régions, j'ai fait ma maîtrise aussi là-dessus. Donc, le développement du territoire, des régions, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, je suis vraiment content de pouvoir y contribuer activement via l'entreprise. Absolument. Je savais pas que c'était ça ta spécificité là, au niveau des études que tu avais fait. Fait que ça a un lien direct, là. Puis, ça aurait été quoi, mettons, dans les 10 dernières années, la plus grande, peut-être une erreur que tu as fait parce qu'on en commet des erreurs quand on est entrepreneur, là. Donc, le plus grand apprentissage, mettons. Ouais, écoute, le plus grand, je sais pas, je vais trouver là le plus grand, mais il y en a peut-être pas le plus grand, mais comme une erreur que vous avez fait au sein de l'entreprise, là. Écoute, tu sais, dans les erreurs de débutants, là, d'apprentissage, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment ne pas avoir su s'entourer des experts au bon moment. Ça l'a tardé. Tu sais, au début, ça coûte cher, on se mentira pas, ça coûte cher des experts au début, puis tu n'as pas beaucoup de sous. Mais les premiers contrats qu'on a signés, on ne les a pas fait vérifier par des avocats. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui créent beaucoup de frustration, de stress, mais qui ne nous a pas ralenti quand même. On a été chanceux dans l'organisation, mais ça nous a pris du temps à aller chercher l'expertise et à développer notre réseau d'experts. C'est pas la première chose qu'on fait en démarrage d'entreprise, développer son réseau d'experts. Aujourd'hui, je suis dans des groupes d'entrepreneurs, puis je me réseaute par leur réseau d'experts. Puis je suis vraiment content d'avoir développé ça parce que les journées sont... Si on veut que nos journées prennent fin éventuellement, parce que tu sais, c'est presque infini, hein, tu le sais, tu peux travailler longtemps. On peut travailler 24 heures sur 24. C'est ça, exactement. Donc, à partir du moment où tu peux faire travailler d'autres personnes plus experts que toi sur des sujets qui vont t'aider, des erreurs que tu vas éviter. Donc, au début, on a tardé à aller engager des experts, puis aujourd'hui, on se prive plus, là, parce que ça vaut la peine. C'est trop important, ça vaut la peine. Puis même dans des situations où on est amis, il n'y a pas de conflit, c'est juste pour prévenir, parce qu'on en a vécu des petits conflits, puis c'est correct, c'est correct, c'est comme une relation, on est parti à 6, on croit, hein? Donc, entre le projet de départ et le projet d'aujourd'hui, les choses changent, les gens changent, donc il faut savoir bien s'entourer pour bien discuter quand ça va être un peu plus difficile. Ouais. Puis bien se protéger aussi, autant nous en tant qu'entreprise que nous en tant qu'humains aussi qui participent à ce projet-là. Fait que non, effectivement, c'est super important. Kaplan aussi, ça a été ça. Dès le départ, on s'est quand même entouré d'une avocate qui nous a aidés dans
pour créer Kaplan. Mais ensuite, c'est vrai que nous, on l'a parti. Au départ, on était 3. Et finalement, les 2 filles avec qui j'avais fondé Kaplan ont déménagé de la région. Donc, ça a bougé aussi à l'intérieur de l'équipe. Donc, il a fallu prendre des décisions, discuter. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir le bon réseau professionnel autour de soi pour être en mesure de bien comprendre l'univers dans lequel on évolue, finalement, là. Ouais, absolument. Ouais, c'est super intéressant. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui commence maintenant en ayant 10 ans d'expérience, de dire quel conseil ou quel conseil tu t'aurais donné, toi, en commençant, tu sais, sachant tout ce que tu as traversé? Ben, en tout cas, chaussure reste naïf. Donc, part avec cette belle vision-là de c'est quoi le projet, tu sais. Il faut aimer son projet. Ça, c'est le départ, là. Est-ce que tu aimes ton projet? Est-ce que tu y crois? Je suis quelqu'un de cœur envers ces projets comme ça. Je suis pas une personne qui développe un truc pour faire de l'argent. Ça a toujours été d'aimer ce que tu fais, d'aimer. Je sais pas pourquoi de ce temps-ci, là, je tombe sur plein d'influenceurs là, qui veulent vendre des maisons ou faire du Bitcoin, là, puis à chaque fois que ça me parle tellement pas, mais c'est pas nos modèles, hein, tu sais, le tien aussi, c'est pas ton modèle, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est un projet de cœur finalement, là. C'est une volonté qui est plus grande que nous, je pense, tu sais. Quand on parle de rayonnement de la région, tu sais, c'est ça, c'est plus grand que nous finalement. C'est plus grand que nous. Ceci étant dit, en toute transparence, il y a eu un moment dans le Saint-Pancras où on a dû se démontrer que on pouvait en vivre. On pouvait en vivre correctement parce que, on se mentira pas, on est dans une région où il y a des emplois intéressants, disponibles. Ouais, puis, il arrive un moment où, Anédite, tu vas te poser la question, ben pourquoi je n'irais pas faire les coms chez Hydro-Québec ou chez l'aluminerie du coin, tu sais, parce que je peux les faire là-bas, peut-être avoir un meilleur salaire, puis peut-être avoir moins de charge mentale aussi rattachée à ça. Ouais. Donc, il est venu un moment à la croisée des chemins où on a dit on a des décisions financières à prendre pour s'assurer que les dirigeants de l'entreprise restent en poste. Parce que le futur de l'entreprise passe par ses dirigeants, ses employés, mais aussi ses dirigeants. Tu sais, c'est une chaîne complète. Donc, il a fallu sécuriser les emplois des dirigeants parce que c'est tout récent, là, parce qu'en 9 ans, on était toujours en train de s'occuper, c'est correct, de l'entreprise et des employés. Puis, il fallait le faire, il fallait construire. C'est une start-up là, comme la tienne, il faut construire. Ouais. La manière de dire, OK, il faut s'intéresser aussi aux dirigeants parce que la fatigue, parce que pour plein de raisons, on va finir par perdre les gens qui sont des développeurs dans l'organisation. C'est arrivé quand? C'est arrivé assez récemment, oui? Ah, c'est arrivé assez récemment. Puis c'est normal que ça... Ben, c'est arrivé assez récemment, cette réflexion-là dans l'organisation. Oui. Mais c'est vrai qu'on y pense. C'est des choses qu'on parle pas beaucoup. C'est tellement important, absolument, parce que... À un moment donné, il faut prendre soin du dirigeant. Il faut prendre soin du dirigeant, c'est essentiel. Il y a un moment que ça arrive. Par contre, tu es en start-up. Il va y avoir des années de sacrifices, il faut que tu sois prêt à les faire. On n'a pas acheté une entreprise qui existait, qui roulait. On a parti de ça de zéro. Ouais. Donc, il y a des années, les sacrifices sont différents. Mais les premières années sont un peu costaudes. Ils sont belles, ils ne reviendront jamais. Absolument. Non, c'est ça. En fait, c'est comme un peu amour-haine. Dans le sens que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a tellement des belles choses qui se passent, tu sais, dans ces années-là. Il y a tellement de valorisation aussi dans ces années-là. Puis, en même temps, moi, j'ai changé tout mon niveau. Tu sais, mon rythme de vie est complètement différent de quand j'avais un emploi, tu sais. Puis, je me dis, ben, ça va être comme ça pour quelques années. Puis après, ben, comme tu le dis, ben, il va y avoir une réflexion à avoir sur, OK, mais je pense que cette réflexion-là est importante, mais je pense qu'elle est importante presque à chaque année, en fait, de faire un espèce de bilan, de se dire, à moins, c'est sûr que vous êtes, tu sais, c'est plus gros aussi, là. Moi, tu sais, je suis toute seule dans mon entreprise, là, le bilan est quand même super essentiel. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Nous, à chaque année, on fait un petit lac à l'épaule. Il y en a un plus gros. Aux 3 ans, on en fait un plus gros, puis aux 2 ans. Mais à chaque fois, on a des questions sur ce qui va bien, moins bien, puis notre personne en fait partie. Comment on évolue dans l'organisation, ça en fait partie. Puis je dis évoluer parce que je suis parti brasseur dans l'organisation. Là, en fait, je montais les plans d'affaires, puis je brassais de soir et de fin de semaine. On avait Mathieu qui est brasseur avec nous autres depuis le jour 1, qui est encore là aujourd'hui.
puis que lui aussi a évolué dans l'organisation. Mais aujourd'hui, je ne brasse plus. Tu sais, je suis rendu en supervision, puis j'encadre les équipes. Mathieu est rendu responsable de production. Il a pris mon poste que j'avais avant. Donc, il a fallu prendre soin aussi du dirigeant parce que le dirigeant, il n'a pas eu le choix de s'adapter. L'entreprise grandit, les besoins changent. Donc, il a fallu retourner à l'école, prendre des cours, des formations, gestion des ressources humaines, gestion financière d'entreprise, etc. Donc, tu sais, j'ai pas un HEC derrière la cravate, là. Non, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai pris un cours, l'année 1, en fait, j'ai pris un cours j'ai pris un cours. Il y a j'ai appelé, écoute, c'est un peu fou, ça. Je me sentais tellement démunie, en termes de, tu sais, au niveau de la production, parce que de produire sur du textile, c'est quand même un métier en soi, là, de comprendre c'est quoi les différents procédés et tout ça. Puis, j'avais appelé une école de textile à Montréal et le directeur avait tellement trippé sur mon projet qu'il m'a dit, écoute, je peux te prêter mon enseignante pendant 10 heures, puis elle peut te faire un condensé. En fait, elle va t'expliquer comment ça fonctionne, l'impression textile. Et j'avais trouvé ça complètement fascinant, tu sais. Mais c'est important, effectivement, de rester à l'affût, d'aller chercher de la formation continue sur les finances aussi. Puis c'est le fun parce que actuellement, on a tellement d'outils autour de nous, on a tellement de programmes qui existent pour se former en tant qu'entrepreneur. Il y a tellement de mentors aussi, tu sais, de juste appeler une compagnie qui évolue pas nécessairement dans le même domaine, mais qui fait du commerce au détail comme nous, ou, tu sais, pour nous donner un petit peu des trucs. C'est important, je pense, d'aller cogner à des portes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon 100%, puis je pense que pour répondre à la question qui est le conseil, là, oui, c'est vrai. Tu l'as vraiment bien dit. Je pense qu'un des conseils, ça a été ce que tu as fait, ça a été d'aller oser cogner à des portes pour accélérer l'apprentissage. Donc, tu as osé, là. Tu as appelé une école, j'ai pas cette information-là, j'ai pas cette connaissance-là, un courriel, un appel. Honnêtement, le réseau de développement entrepreneurial au Québec, il est solide, il s'entraide. Il est inclusif, il est très ouvert. Vraiment. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Donc, ça, c'est ne soyons pas gênés et allons cogner aux portes. Puis même, c'est pas bien long. J'ai quelqu'un qui fait le saut. Parce que présentement, on l'a pas dit, mais je suis dans le chai. Donc, le chai, c'est un endroit où on laisse vieillir des barriques. Puis, de fois de temps en temps, il y a un brasseur qui vient faire des tests. Puis là, il venait faire son test, fait que je ne l'avais pas avisé. Puis, on n'a peut-être pas dit, mais on a chacune une bière. Chacun une bière. Moi, c'est la lunchroom. Je l'aime vraiment. Bière sans alcool, toi aussi, parce qu'on est dans le mois de février, donc février sans alcool. Ah ouais, j'aime ça. Tu fais trop fort, non? J'adore ça. Santé, merci à toi. Hey, santé, merci à toi. J'adore vraiment. En fait, c'est sûr que les bières ont très bon goût. Oui, bien ça, c'est un projet de... Ça a vraiment été un gros coup de cœur, moi, cette année, cette merci bière-là, beaucoup. la Lunchroom. Ouais. Puis nous, moi, j'ai la leur, en fait, donc qui est comme la petite sœur de la... On comprend, c'est la petite sœur de la Walker, donc qui est la leur. Le lac Walker, donc toi, c'est la petite sœur de la Flume. Ouais. Donc, la Lunchroom. Projet de pandémie, fait que ça a été un projet là, de faire du sans-alcool, justement, quand tu ralentis un petit peu, puis tu as du temps pour penser. Mais parfois, tu as le temps d'intégrer des nouveaux projets. Puis là, ça redonne un cycle de créativité. Là. Oui, puis c'est intéressant d'avoir. Il y en a de plus en plus, de toute façon, des bières sans alcool sur le marché. Fait que c'est plaisant d'en avoir chez nous, puis d'en avoir aussi qui ont été développées. C'est vraiment des bières de qualité, je trouve. Ça se boit super bien. Puis c'est vrai qu'il y a une fierté de boire notre région. Puis, c'est drôle parce que j'avais pas fait nécessairement le lien, puis c'est en faisant mes recherches, parce que je te recevais au podcast, puis là, je faisais mes recherches, puis c'est là qu'on dirait que le déclic, puis tu sais, ça fait des années là que je vous suis, ça fait depuis les débuts, depuis 2013, hein, si je ne m'abuse. Oui, exact. Puis, oui, ça fait 10 ans. Et, tu sais, on a fait, des entrevues ensemble, on s'est rencontrés quand même plusieurs fois quand je travaillais justement pour la radio publique.
Et j'aimais beaucoup, tu sais, tout le packaging, tout le marketing aussi autour de chaque bière, autour de l'identité nord-côtière. Puis, c'est en écoutant quelques entrevues aussi que tu disais beaucoup l'importance de boire notre région, de mettre en bouteille notre région. Et j'ai fait tellement de liens avec Kaplan, puis c'était pas aussi clair dans ma tête, mais en faisant mes recherches, je me suis dit, aïe, c'est fou, c'est vrai, tu sais, le besoin qu'on a peut-être commun de raconter notre région par justement un produit, dans le fond, qu'on consomme ou qu'on porte pour, justement, qui définit en quelque sorte notre identité. Puis, je suis tombée sur une citation de l'écrivain Romain Gary. Puis, je voulais t'en parler parce que je trouvais que c'était une citation qui fonctionnait tellement parce que votre slogan ou du moins la phrase qui accompagne toutes vos bières, tu sais, dans le fond, là, j'ai un petit blanc, là. C'est le Nord... Le Nord, nos légendes, où on raconte... Oui, c'est ça. Le Nord, le Nord, nos légendes, en fait, là. Ouais, c'est ça. Le Nord, nos légendes. Et l'écrivain français Romain Gary disait « Ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en légendes. » Ah ben là... Je trouvais ça tellement beau. Ouais. Moi aussi, ça me parle parce que je trouve que, tu sais, sur la Côte-Nord, je trouve qu'on vit tellement des choses fascinantes. Les gens qu'on rencontre ont ont vraiment des parcours fascinants aussi. On a la chance d'avoir des régions dans notre région, là, parce que Tadoussac, c'est pas du tout la même chose que Tête à la Baleine ou Anticosti ou Fermont. Donc, on a une multitude de réalités aussi qui sont possibles. Puis, on a tellement plusieurs façons de raconter ces histoires-là, que ce soit à travers une bière ou que ce soit à travers un vêtement, à travers une illustration. Et on a des gens qui ont tellement de talent, je trouve, tu sais, dans la région. Puis je me demandais un petit peu, toi, comment c'est quoi ton rapport à la région, ton rapport à ce territoire-là qui s'étend de Tadoussac à aller jusqu'à Blanc-Sablon, en passant par Fermont, Anticosti, Shefferville? Écoute, grande question, puis ça fait presque 15 ans que j'habite sur la Côte-Nord. Quand j'étais au gouvernement, j'ai eu l'occasion de la voyager beaucoup. Ça m'amenait, je l'ai voyagé presque pas mal partout. Je me mentirais pas, la base Côte-Nord, que j'ai pas eu encore la chance d'aller visiter. Puis même dans le bois, parce qu'on aménageait... Oui, ça, c'est mon prochain... C'est sur la liste là d'aller faire un tour là-bas. Puis même aussi dans le bois, parce que j'avais la chance d'aménager une partie des lacs en terre publique. Donc, moi, le territoire, puis aussi, on a la Société historique ici à Bécomo, Société historique de la Côte-Nord, que j'ai toujours été membre et qui a des petits... moi, je suis un fan d'histoire, cette espèce d'histoire coloniale-là, d'occupation du territoire, ça m'a toujours passionné. Puis la Côte-Nord, écoute, il y en a, là. Il y en a, puis il y en a. Juste la naissance de Bécomo, c'est assez particulier. La naissance de Bécomo, il y a tellement d'anecdotes. C'est ça, sont un petit peu toutes folles. Havre-Saint-Pierre, il y a plein d'anecdotes. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Les gens, dans ce temps-là, c'était des vrais bâtisseurs, sur des terres. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Dans le temps, nouveau. Là. Ouais. C'est ça. Fait qu'on est encore très près de cette histoire-là. Puis je pense que notre génération d'entrepreneurs sont de ceux qui ont envie de se réapproprier cette fierté-là, parce que ça a été un immense défi. Moi, je me rappelle, mon grand-père en Abitibi, qui est de cette génération de défricheurs-là, mais en Abitibi, c'est une anecdote, mais ma cousine s'est acheté une maison ancestrale en bois-rond. Puis mon grand-père n'a jamais voulu rentrer chez elle, parce que pour lui, le bois-rond, c'était l'échec de la colonisation. Non. Lui, il a du Tlabar aujourd'hui. Il a passé par-dessus le bois-rond. C'est derrière lui le bois-rond. Puis il ne comprenait pas que ses petits-enfants aujourd'hui retournaient dans des maisons en bois-rond. Il est comme, je comprends pas ça. Mais c'est cette fierté-là. Il y avait une technologie, puis c'était la fierté d'avoir... d'avoir et non le cachet de... Ouais. Pour nous, c'est le cachet. Fait que là, il y a moi, cette distance générationnelle-là m'intéresse beaucoup. Ah, c'est intéressant, oui. Puis se réapproprier cette distance-là pour en mettre, pour le traduire en fierté.
Et c'est là que je pense que nous, notre génération d'entrepreneurs, on vient s'installer en disant on s'inspire de cette histoire-là, de cette occupation du territoire-là, cette manière de vivre, puis on en fait une identité propre qui est notre fierté. Oui, puis de les célébrer, ces gens-là aussi. Tout à fait. C'est parce que c'est... Tu sais, moi, des fois, là, ça m'arrive de penser à tu sais, ces gardiens de phare. Tu sais, quand je vais à Pointe-des-Monts, tu sais, moi, je vais là depuis que je suis toute petite, là, parce que je suis native de Bécomo, puis j'ai été marcher toute mon enfance, en fait, là, sur les roches de Pointe-des-Monts, puis de regarder le phare, puis de me dire, hey, à l'époque où la route n'était pas nécessairement ouverte, où les bateaux passaient, où il y avait beaucoup de naufrages, il y avait beaucoup d'histoires, où comment ces gens-là s'approvisionnaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils accueillaient aussi les naufragés dans le phare. Donc, c'est toutes des... c'est ça. Puis c'est en fait, c'est que les gens qui ont vécu ces histoires-là, il y en a certains qui sont encore vivants. Il y en a certains qu'on parle à la petite fille ou au petit-fils de. Donc, on parle pas de nos ancêtres, là. On parle de, tu sais, moi, récemment, j'ai parlé avec une dame qui faisait partie du comité qui a fondé Port-Meunier à Anticosti. C'est rare que tu rencontres quelqu'un qui dit, ben ouais, moi, j'ai participé à la création d'une municipalité, tu sais. Parce que ça existe plus, tu sais. De dire, ben on réfléchit puis on met ça, on organise une ville, on organise une municipalité. C'est quand même, c'est ça qui me fascine, je trouve, avec la Côte-Nord. Tu sais, il y a quelque chose de... Puis en même temps, c'est là où la grande industrie rencontre la nature. On rencontre aussi les peuples autochtones, rencontre d'autres cultures. Donc, il y a quelque chose... aussi de multiculturel aussi en nos régions, hein, cette île qui est une ville champignon. Bécomo aussi qui a accueilli des gens qui venaient d'un peu partout. Non, il y en a beaucoup à raconter, j'ai l'impression, sur la Côte-Nord, tu sais. Ah oui, il y a de la place pour en raconter, puis ça me fait penser, est-ce que toi, en Édith, tu as eu, j'imagine, ta clientèle, les gens que tu touches avec tes vêtements doivent être autant jeunes que plus âgés. Tu réussis à aller chercher des gens qui se retrouvent, en fait, dans ta marque un peu partout, là. Ouais. Oui, c'est sûr que j'ai une clientèle qui est plus présente. Des fois, c'est des gens qui sont dans une tranche d'âge qui sont plus sur les réseaux sociaux, mais souvent, les personnes, tu sais, vont acheter pour leur père, leur frère. Oui, tu sais, c'est parce que c'est qu'on porte notre Côte-Nord. Donc, c'est le dessin que sur le vêtement qui font en sorte de, hey, ça, tu sais, le chandail que tu portes, c'est le chandail motoneige. Maintenant, il est en gris, donc j'en fais plus. C'est comme j'ai la version vintage. C'est une édition limitée. Mais le chandail, maintenant, il est gris et ça rappelle, tu sais, on s'est vraiment basé sur des paysages des Monts Groulx, sur des photos des Monts Groulx, mais moi, ce paysage-là me rappelle aussi l'arrière-pays de Galix. Ah, ben oui, je vois dessus des montagnes derrière Galix, ben oui. Au loin, là, derrière la station de ski, là. Oui, on dirait qu'on peut pas s'y rendre, là. En tout cas, moi, quand je passe, je me suis jamais rendu, puis là, à 138, j'ai l'impression que c'est le bout du monde, là, ça rentre dans ces petites montagnes. Mais il y a plein de chalets, en fait, qui sont là. Il y a plein de gens qui ont des camps là-bas, puis c'est vraiment, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller en motoneige quelques fois. C'est magnifique, tu sais, puis il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette image-là. Je pense aussi au t-shirt Route 138 où on voit la route, les montagnes, donc ça rappelle. Fait on vient jouer avec les souvenirs des gens. On vient jouer aussi avec le sentiment d'appartenance. Fait que oui, c'est un peu les gens de tous les milieux puis de tous les âges. Puis c'est drôle parce qu'il y a un monsieur de peut-être 81 ans. Ouais, il va avoir 82 ans à la fin du mois de février. D'ailleurs, il s'appelle Denis, puis c'est un monsieur qui habite à Galix, puis c'est un peu le... C'est
un monsieur qui s'implique énormément dans son village, donc il est très impliqué dans les activités, mais très impliqué aussi, il prend tout le temps sa marche, puis il s'assure que tout le monde va bien, puis des fois, il va faire des petits travaux chez un, chez l'autre. Il est vraiment très altruiste il se promène avec toutes les créations Kaplan, puis il est tellement fier de dire que ça vient de Galix, puis ça vient de la Côte-Nord, puis non, c'est ça, il y a un sentiment fort d'appartenance, je pense, pour certaines pièces. Mais toi aussi, avec la bière, c'est un peu ça. Ben, c'est ce que j'aime, en fait, puis tu sais, de cette manière de travailler avec où est-ce qu'il autour du rayonnement, autour de l'identité de ce qu'on est, c'est qu'on vient aussi chercher, donc on vient chercher, en fait, du sentiment d'appartenance chez une clientèle beaucoup plus large que simplement la bière. Pour les bières de microbrasserie, on s'entend, ça attire normalement une clientèle qui varie plus entre fin vingtaine, mi-quarantaine. C'est beaucoup, là, cette zone-là. Puis là, ben, on voit qu'avec la marque Saint-Pancras, on arrive à venir chercher donc plus large comme éventail, puis beaucoup de gens qui sont juste super contents d'avoir des produits qui parlent de la Côte-Nord, puis même la Flume, au début, la Flume, on s'en est fait parler plein de fois parce que le nombre de personnes qui ont travaillé là, sur ces installations-là, fait que les aporiducs, là. Ou sinon, ou que plus jeunes, ils ont fait du vélo dedans ou de la Crazy Carpet, là. Donc, pour une autre raison. Ah, c'est bon. Ben, c'est ça. C'est le sentiment d'appartenance. Mais en même temps, c'est des bières accessibles aussi en matière de goût, j'ai l'impression. On a toujours voulu ça. Ça se peut-tu? Parce qu'il y a quelque chose de très... Oui? OK. Moi, j'ai toujours voulu ça. On s'est dit, on fait de la bière pour les habitants de la Côte-Nord. C'est ça notre intention. Donc, deux choses. Il y a la première, quand on crée un nouveau produit, on s'intéresse à un moment. Donc, quel est le contexte dans lequel cette bière-là pourrait faire sens? Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que dans une entrevue que j'ai faite dans le passé à Radio-Canada, au National, puis il y avait plusieurs intervenants à bière autour de la table, puis je proposais une bière de plage qui était en fait une bière quand même relativement maltée. Donc, il y avait des goûts quand même de céréales puis de caramel. Les autres microbrasseries offraient toutes des bières très, très, très légères. Puis, en discutant autour de la table, on s'est rendu compte, je dis, mais moi, c'est une bière de plage. Mais je dis, la plage sur la Côte-Nord, là, ton 5 à 7, là, le soleil commence à se coucher, tu mets ton polar, tu commences à penser à partir un petit feu, puis ben on a nos belles plages d'Épinette, là, ben c'est pas les plages du sud du Québec. Non. Donc, ça revient. Donc, on ne boit pas la même façon. On ne boit pas la même façon, on n'a pas le même environnement donc, qui nous entoure. Puis ça influence toujours la création d'un produit, là, tout à fait. Et ça l'influence, j'imagine aussi, de quelle façon vous allez présenter le produit. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le goût de la bière ou c'est ce que vous voulez raconter? C'est multiple. La création chez nous, elle part de plusieurs endroits. Présentement, de ce temps-ci, là, ce qui nous fait vraiment plus... donc, qui est vraiment un élan créatif pour nous, c'est ce que les producteurs offrent sur la Côte-Nord. Donc, c'est de développer des bières qui mettent en vedette des producteurs de la région. Donc, de continuer à travailler avec les petits fruits, les épices, vraiment nord-côtières. Ça, pour nous, leur créativité, leur manière de faire croître l'agroalimentaire sur la Côte-Nord nous inspire beaucoup. Après ça, il faut trouver de l'espace dans le catalogue de bières. On est rendu environ à une trentaine de produits différents. Donc, il ne faut pas faire deux fois le même produit. Il faut voir quel serait peut-être le prochain produit avec les tendances brassicoles. Donc, les tendances, veut pas. On est sur un marché québécois. Nous, on vend partout au Québec. Donc, il faut s'intéresser à ce que le marché bière évolue en lien avec ce que notre Côte-Nord peut nous offrir, là. Absolument. Puis, vous avez combien de détaillants? Combien de personnes? Combien d'entreprises? Ça bouge, mais c'est entre 400 et 600. Puis on a fait le choix de ne pas être partout au Québec. Donc, on va vraiment dans des dépanneurs à bière, puis des épiceries, là où il y a quand même un bon roulement, puis il y a une bonne expérience client. Parce que de la bière, tu peux en vendre partout. Là, on est chanceux dans le sens où la bière, c'est pas comme les SAQ. Là, tu peux vraiment en vendre partout. Mais de la bière, c'est facile d'en mettre une sur la tablette. Puis elle va prendre la poussière à cet endroit-là. Donc, il faut s'en occuper. Il faut être dans des endroits où il y a un roulement, faire vivre son produit.
Donc ça, c'est tous des défis là, des prochaines années, là, quand même des défis marketing des prochaines années dans l'industrie brassicole. Ça va être intéressant, le marché évolue, donc c'est à nous de le suivre, à évoluer avec lui, puis à être un peu plus rapide que les autres sur des concepts. Mais ça reste un univers très collaboratif, mais avec un marché comme toi, le textile, quand même, c'est un marché qui est quand même assez chargé, là, textile sur le web, là, tu sais. Il y a tellement d'entreprises qui font du vêtement personnalisé, c'est assez compétitif, mais en même temps, ça dépend toujours de ta marque, ça dépend toujours de ton identité. Moi, dans ma tête, je me dis, il pourrait y avoir 100 000 entreprises qui font du vêtement. Je veux dire, c'est comment on va chercher, c'est comment c'est comment on touche notre clientèle, finalement, tu sais. De quelle façon tu sais, est-ce qu'on crée un besoin? Est-ce que, tu sais, moi, j'ai une clientèle, oui, elle est locale, parce qu'au départ, c'est ce qu'on voulait faire, là. C'était vraiment d'offrir l'opportunité aux gens bien humblement de porter leur région. Mais on a une clientèle touristique aussi qui se développe avec l'été. Donc, c'est ça, je pense que comme être humain, tu sais, moi, je crois à la compétition. Je pense que c'est sain de la compétition. Puis j'ai l'impression qu'on est tellement différents comme être humain. Fait que si on fait quelque chose qui fait vibrer, en fait, ce qu'on est comme personne, puis ce qu'on a envie d'avoir comme impact dans notre communauté, ben ça peut pas être la même chose que mon voisin ou que ma voisine ou que l'entreprise en face de chez moi fait, tu sais. Fait que je crois beaucoup à ça, mais en même temps, ça me ramène à peut-être te poser la question, c'est quoi ce serait quoi, dans le fond, les avantages et les inconvénients d'entreprendre en région puis de créer une entreprise dans une région qu'on dit ressources ou qu'on dit éloignée, comme la Côte-Nord. Là, je dis des gros guillemets parce que je suis comme on est éloigné de quoi, là. Je suis d'accord, je suis à la même place que toi là-dedans. Mais en fait, pour moi, un des gros avantages, c'est la solidarité du tissu social. Ça a été... Ça nous a influencé, c'est ce qu'on a mis en place, mais dès le départ, on s'est fait accompagner, on a eu beaucoup d'aide. Autant au niveau municipal, entrepreneurial, la famille, les amis, au début, les amis qui venaient embouteiller pour nous autres, là. Après ça, sont devenus les meilleurs clients. Après ça, sont rendus des ambassadeurs. Tu sais, des ambassadeurs de marque, on en a plein dans nos milieux qui nous aident à nous développer. Puis ça coûte rien. Vrai. En démarrage, là, ça te coûte rien. Puis ces gens-là font une immense différence. C'est tellement précieux, là. Ils font une différence en démarrage d'entreprise. Puis encore aujourd'hui, ils font une différence parce que ça coûte cher, le marketing puis la publicité. Donc, les ambassadeurs qu'on a ici en région, on est vraiment chanceux. Puis ça vient aussi du fait qu'on est fiers de nos... Mais ceci étant dit, puis ça, je te le donne, puis je nous le donne aussi, là, si on n'avait pas fait un produit de qualité, les gens n'auraient pas embarqué. Ils n'auraient pas été ambassadeurs, ils n'auraient pas été fiers. Donc, fais de la qualité. Il aurait donné la première chance parce qu'il y a ça, je trouve. Parce qu'il y a vraiment quand quelque chose ouvre, là, il y a comme un engouement, puis c'est comme, hey, on encourage cette nouvelle entreprise-là. Mais c'est sûr que si tes efforts ne tiennent pas la route ou si tu n'as pas un bon produit ou si, là, il y a un souci de longévité, bien évidemment. Ouais, je pense. Et puis c'est là la différence entre encourager puis après ça, devenir un choix, donc un choix de consommation. Parce qu'on dit souvent ça, je vais l'encourager. Nous, on dit, on veut pas que vous nous encouragez. Mais c'est notre job. Encouragez-nous une fois. Pour ça, on va vous démontrer que faut plus nous encourager. Ça devient juste naturel d'intégrer ça dans les habitudes là, de choix. Là, c'est ça. Absolument. Fait que ça, pour de vrai, le tissu, la solidarité régionale, ça a été vraiment très fort dès le départ. Inconvénient, c'est sûr, c'est indéniable, c'est la distance puis le transport. Donc, veut pas, quand on fait des festivals, on se déplace beaucoup, on fait des longues distances de route. Cet été, là, on a une dizaine de festivals à faire un peu partout au Québec. C'est une équipe de combien pour faire ces festivals-là? Justement, comment vous l'organisez? C'est 2 ou 3. Normalement, c'est autour de 2. Fait qu'on engage 2 personnes pendant la saison estivale. Puis, tu sais, ça devient du 40 heures semaine assez rapidement, là, tu sais, parce que là, il faut se imaginer le cycle. Là. Tu pars un jeudi pour arriver vendredi au festival. Tu fais vendredi, samedi, dimanche, tu ramasses ton stock, puis tu fais une partie de la route. Si tu es dans le coin de Sherbrooke, là,
c'est un 8-10 heures de route là, pour revenir jusqu'à Bécomo. Ouais. Donc, je pense aux autres microbrasseries là, dans le coin de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Natashquan. Ah oui, C'est absolument. un autre game. Là. Complètement. Ben, je pense à Gabriel à Natashquan, il fait de la Ben route oui, pas mal. c'est ça. Ouais, Mais ouais, ouais. Gabriel, c'est ça, il est moins en La brasserie festival, de puis la je le mouche. comprends. C'est ça, Ouais. exactement. Je le comprends. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre réalité. Après ça, c'est à nous de jongler avec cette contrainte-là, tu sais. Puis elle est bon, en même temps, on aime faire de la route, on se mentira pas. Je pense que quand on habite en région, on aime faire de la route. On écoute des excellents podcasts, tu sais. Même que présentement, des fois, on trouve des raisons de faire de la route pour écouter un peu là, nos playlists, nos podcasts préférés. Là. Ben moi, c'est quasiment méditatif être sur la route pour moi, être sur la 138. Je la fais depuis que je suis née, cette 138-là. C'est sur cette route-là que j'ai appris à conduire. C'est cette route-là qui m'a tellement accompagnée dans une multitude d'événements de ma vie, tu sais. Puis, on dirait qu'elle fait partie de nous. Je sais pas, je me vois pas le jour où je la prendrai plus, cette route-là, à chaque année. Tu sais, je parle sur une longue période, là, de faire plusieurs heures de route, là. Il y a comme quelque chose qui c'est comme ça devient un personnage de la Côte-Nord. C'est comme ça devient... c'est particulier, notre rapport à la route. Comment tu le décris, toi, de ton côté? Ah, tout à fait. Oh, je pense qu'il y a un petit problème de réseau. Excuse-moi, je pense que je suis de Ton retour. écran a gelé. Est-ce que je suis de retour correctement? Oui, là, oui. Est-ce que je suis de retour? Oui, OK. Désolé. T'es comme en décalage. C'est les défis. T'as un petit décalage horaire. C'est le temps que je revienne. Ouais, t'es en train de revenir. Bon. Je reviens tranquillement. Oui, c'est bon. bon. Les défauts Super. d'être loin, d'être dans le chai. J'ai voulu prendre une ambiance, mais je suis un petit peu loin du réseau. Fait que je croisais les doigts pour être correct jusqu'à la fin. Raté. Ah, ben, on s'en vient. Un épisode, ça va. Mais oui, le rapport à la route, puis en plus, comme on vient de l'Abitibi, nous, on fait la route Bécomo-Rouyn une fois par année, voire 2 fois par année, ce qui est 14 heures, 15 heures de route environ. Fait que, il y a la route de la Côte-Nord, on le sait, là. Peu importe que tu viennes par le Saguenay ou que tu arrives par Tadoussac, tu le sais que tu es rendu sur la Côte-Nord, tu embarques à 138, puis là, c'est le parcours, là, puis ce chemin-là, je suis d'accord avec toi, là. Moi, faire de la route, c'est aussi un moment là, de réflexion. J'aime aussi, c'est des moments, souvent même des petits brainstorms de toi pour toi, là, où est-ce que tu remets des choses. J'ai pratiquement toujours mon cellulaire en mode note, puis je m'enregistre au niveau, je me fais des notes pour dire, OK, j'ai telle idée, nanana, puis on les réécoute après ça, voir si c'est une bonne idée ou pas. Mais la route fait partie là, du volet créatif, là. Ça, c'est sûr, ça serait certain. Oui, absolument. Puis, est-ce qu'il y a des inconvénients, justement? Là, tu as parlé de la route. Est-ce qu'il y en aurait d'autres au niveau de la Côte-Nord? Parce que je le sais, quand vous avez créé la microbrasserie Saint-Pancras, je pense que Tadoussac existait. Non, êtes-vous la deuxième? Ah, vous êtes la première. On est la première. Tadoussac a ouvert un an ou 2 après. Puis là, on est rendu 6 sur la Côte-Nord. Mais c'est fou, là. Oui, vraiment, avec Havre-Saint-Pierre qui vient d'ouvrir. Puis même en fait, pendant nos 10 ans, on fait une collabo avec tout le monde. Puis on a même fait une collabo avec le Labrador, là, à Run Rock Brewery, qui sort prochainement. On n'avait pas le choix de les intégrer. On s'est dit, bon, c'est pas la Côte-Nord, mais tu sais, c'est tout près. C'est presque ça, là. Fait que, soyons inclusifs. Ben oui, soyons inclusifs jusqu'au bout. Fait qu'on fait ça aussi avec eux. Mais non, tu sais, je vois honnêtement, je vois pas d'autres inconvénients. Autre que ça. C'était pas difficile quand vous étiez seul comme microbrasserie de juste avoir une référence ou d'avoir une tu sais, des fois d'avoir aussi des conseils au niveau, tu sais, quand tu es le premier là, à ouvrir une entreprise de cette augure-là, tu sais. Au niveau de la commercialité, au niveau production, on était chanceux, on était bien entourés, on connaissait Pete Caribou, l'équipe de Matane, on avait déjà des amis dans le milieu, donc ça, on s'est fait bien accompagner. Au niveau commercialisation, mise en marché, ça Karine, qui était la première, c'est un monde. Les premières caisses de bière qui étaient allées porter chez les dépanneurs, puis les gens n'y voulaient pas, c'est quoi ça? Non, de la bière, j'en ai, là. J'ai de la Molson, j'ai de la Labatt.
Mais tu sais, on recule de v'là 10 ans, je veux dire, la microbrasserie, c'était pas si connu que ça. Puis, fait que c'était juste, cette fois-là, ça a été confrontant de se faire dire, hey, tu fais un produit, puis les détaillants te disent non, on le veut pas. Il a fallu donc éduquer, dire non, faites-nous confiance, là. On va la laisser là, vous allez voir, les gens vont embarquer, puis ça a été plus vite que prévu, finalement, ça a bien été, mais ça a été vrai, oui, une difficulté. Au début, on pensait que les gens allaient connaître nos produits, mais il a fallu les faire connaître un peu plus, là, puis c'est normal. Est-ce que vous fonctionnez avec des agences? Il y a des agences qui font de la distribution. Est-ce que vous faites affaire avec une agence? Oui. Pour tout ce qui est hors Côte-Nord. Sur la Côte-Nord, on est notre propre distributeur, mais tout ce qui est hors Côte-Nord, on fait partie, on a des agences, puis on a aussi des équipes de représentants où est-ce qu'on se met ensemble, un réseau de microbrasseries qui se met ensemble pour s'entraider là parce que sinon, avoir des représentants partout sur le territoire, ça devient très dispendieux. Donc, on est comme 4 ou 5 microbrasseries ensemble sous la marque Swilling, qui est donc une équipe de représentants là, qui vend les produits partout au Québec. Et ça, d'être en lien avec ces choses-là, est-ce que ça a été facile pour toi de savoir que ce type de compagnie-là existe, de savoir que ce soit au niveau aussi du marketing, parce que, tu sais, il y a plusieurs métiers dans une entreprise, puis parfois, on sait pas que ça existe, cet outil-là ou cette entreprise-là qui te permet finalement de te déployer et d'accroître finalement ton succès. Oui, puis honnêtement, je les connais sûrement pas tous encore aujourd'hui. Tous ces outils-là, tout ce qui peuvent nous aider à nous déployer. Puis c'est vrai que l'information est une grande difficulté, surtout en démarrage, quand tu as peu de temps de faire de la recherche ou à assister à des congrès, des conférences. Aujourd'hui, j'en manque plus beaucoup parce que il y a vraiment ce volet-là. Tu dis, s'il y a une chose que je vais apprendre là, ça va être une conférence qui va valoir la peine. Puis aussi petite soit-elle, là, parce que il faut continuellement s'informer, il faut croître, il faut apprendre, continuer à être curieux, continuer à apprendre. C'est beaucoup notre métier, hein. La curiosité, je pense que c'est un des... c'est une qualité qui est tellement importante, je trouve, en entreprise. Ouais. Et c'est ce que tu sais, cet été, j'ai fait beaucoup la tournée de certaines entreprises, autant dans la région qu'à Charlevoix. Puis quand je rencontrais des entrepreneurs, c'est ce que j'aimais, en fait. C'est qu'il y a une réelle curiosité de savoir t'es qui, de savoir ce que tu fais, de savoir, ah ouais, OK, toi, tu développes ça, toi, tu sais, voici mes services, puis de toujours essayer de s'améliorer aussi, là. Il y a quelque chose de très dynamique, en fait, en étant entrepreneur. Je trouve, il y a comme quelque chose, on est tout le temps en mouvement, finalement, toujours en réflexion, qui peut être un défi à la longue, là. Un défi à la longue, mais je pense que ça devient un second réflexe, un état, tu sais, une manière d'être, là. Puis c'est comme toute chose, là, peu importe ce que tu fais dans la vie, ça teinte un peu ta personnalité, puis comment tu vois les situations. Puis en tant qu'entrepreneur, automatiquement, quand j'arrête sur des kiosques sur le bord de la route pour acheter des fruits et légumes, je m'intéresse pas mal toujours à où est-ce qu'ils font pousser ça ici, c'est qui les propriétaires, fait que tu sais, les informations sur le produit, sur les gens derrière le produit, ça fait partie là des réflexes, parce que je veux pas même ici, quand je fais partie des acheteurs, donc quand j'achète des petits fruits sur la Côte-Nord, des cueilleurs ou des producteurs, je suis toujours intéressé à savoir les variétés, c'est qui est derrière ça, les défis rattachés à ça, parce qu'on veut avoir une récurrence. Donc, c'est difficile de faire pousser de la camerise ou on s'en va vers quelque chose de relativement stable. Ben oui, puis, tu sais, on parlait qu'on pouvait travailler 24 heures sur 24 aussi, comme entrepreneur. Mais faut pas. Ben non, effectivement. Mais toi, tu le trouves où, ton équilibre? Tu sais, tu parlais de ton amoureuse aussi, qui vient de la région, qui, elle est pas entrepreneur, si je ne m'abuse, elle est salariée. Tu sais, comment tu viens justement avoir un équilibre vie personnelle, vie amoureuse, vie personnelle, vie professionnelle, temps avec soit ton amoureuse ou avec tes activités, parce que c'est important d'avoir des activités aussi, tu sais. Où tu le trouves, cet équilibre-là? Écoute, je suis pas sûr que je suis un exemple d'équilibre, en toute transparence, là, mais je pense qu'il vient des sacrifices que tu es prêt à faire ou ne pas faire.
C'est des analogies un peu boiteuses, là, mais j'ai toujours aimé se comparer à des athlètes olympiques. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aller aux Olympiques, il va falloir que tu sacrifies à peu près tout. Puis il faut que tu l'assumes. C'est une décision, assumer, décider, je vais aller aux Olympiques. Moi, au Saint-Pancras, est-ce que je vais aller aux Olympiques? Est-ce que je vais être la plus grosse microbrasserie du Québec? La réponse est non. Je veux être une belle microbrasserie régionale qui rayonne partout au Québec, voire à l'international. Donc, mon niveau de sacrifice, mon niveau d'engagement, il est là. Donc, j'ai un espace défini, réservé à la vie personnelle, aux loisirs, à la vie de couple et tout ce qui s'ensuit. Le voyage aussi, on aime beaucoup voyager. Mais c'est la même chose. Si tu veux faire la plus grosse entreprise du Québec, ben ça se peut que voyager, tu mettes ça sur la glace pendant les 10 premières années, là. Comme un athlète olympique le ferait pour réussir sa carrière. Donc, pour moi, ça devient toujours une réflexion entre tes désirs puis ce que tu es prêt à faire ou ne pas faire pour les atteindre. Ça a toujours été un choix conscient. Donc, versus, je pense que c'est là qu'on se perd quand on a, notre limite n'est pas claire. Nos projets d'agrandissement ne sont pas clairs non plus, jusqu'où on est prêt à aller, à quel rythme on est prêt à aller. Puis là, on se perd là-dedans parce qu'on va nécessairement un peu trop vite. On sacrifie des choses qu'on ne voulait pas sacrifier. On se demande pourquoi on a fait ça. Puis on se remet en question dans ce processus-là. Oui, puis je réalise que j'ai jamais autant travaillé sur moi qu'en étant entrepreneur. C'est vrai, hein? On dirait que tu es tellement confronté à toi-même, à te poser les bonnes questions aussi, de dire là, tu sais, parce qu'on n'a pas de boss là non plus, là, tu sais, on n'a pas... on n'a pas personne qui nous dit, tu sais, ou qui nous... tu sais, on dirait qu'on devient notre propre sentinelle, à quelque part. Oui, parce que les deadlines, ils t'appartiennent. Si tu procrastines un peu, ça t'appartient. Puis après ça, personne va te taper ses doigts, à part toi-même, là, qui va dire « Mon Dieu, je suis en retard. » Puis là. Ouais. Ah ouais. Mais non, ça prend une certaine rigueur. Ouais. Mais pas. Je pense pas que je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de rigueur, ça étant dit, là. Mais ça prend quand même. Je suis juste quelqu'un qui aime faire. Donc, je suis dans un domaine où est-ce qu'on crée beaucoup. Tu sais, on exécute, on crée, donc on a un sentiment que ça bouge puis ça avance. Oui. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais peur de pas... J'avais peur de trouver ça difficile de me motiver moi-même à, tu sais, dans mon entreprise. Puis je réalise que c'est jamais arrivé depuis la création de Kaplan, que finalement, c'est en travaillant avec des collaborateurs autour, en ayant des deadlines, en ayant, tu sais, on dirait que la rigueur vient comme naturellement de dire, les partenaires avec qui je travaille, les fournisseurs avec qui je travaille, les gens qui gravitent autour de Kaplan, que ce soit les fournisseurs, les clients, tu sais, j'ai envie d'être rigoureuse pour eux. J'ai envie aussi de respecter notre lien d'affaires. J'ai envie aussi de penser à long terme, tu sais. Fait qu'on dirait que cette rigueur-là, puis cette motivation-là est un peu infinie. Donc, c'est comme une raison de se lever le matin puis de dire, ben non, tu sais, c'est pas vrai qu'on est seul quand on est entrepreneur. Tu sais, je pense que en fait, c'est un choix, j'ai l'impression, là, à chaque jour, de dire, de prendre ce rôle-là d'entrepreneur, puis de dire, je veux que ça se passe bien dans mon entreprise, donc je prends les responsabilités qu'il faut pour faire en sorte que ça se développe, puis que ça évolue. Mais j'ai l'impression que ouais, ça vient comme naturellement. Puis en même temps, notre situation est différente à nous deux. Moi, j'ai deux collègues maintenant, je suis co-associé dans l'entreprise. Je pense que la dynamique est vraiment différente. Je me suis jamais senti seul dans l'entreprise. J'étais chanceux parce que j'ai toujours pu... J'amène pas à la maison mes problèmes d'entreprise. J'ai toujours eu un endroit ici où je pouvais me déposer, où j'étais une frustration, quoi que ce soit. Je pouvais l'amener à mes associés, à mes collègues. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'important de ne pas ramener à la maison tout ce stress-là ou ces inquiétudes parce qu'on en vit, puis on va continuer à en vivre. Puis rendu à la maison, ceci étant dit, au début, c'était pas comme ça. J'ai appris à mettre cette limite-là. Puis aujourd'hui, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand ma copine apprend des choses au Saint-Pancras par Internet ou par Facebook.
Donc, d'ailleurs, elle ne sait pas qu'on fait un podcast. Donc, c'est le genre de choses Pour que je vrai? me dis. Mais c'est On un bon la exemple. salue? Je me dis, on salue Marie-Hélène, Oui. mais Allô, c'est le genre Marie-Hélène? de choses que j'apprécie à dire, OK, j'ai réussi à faire ma coupure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Oui. Ah oui, puis Mais comment ça n'a elle pas été prend ça, toujours comme elle? ça. Comment elle Puis voit ça, l'évolution de il ton faudrait, évolution comme entrepreneur? il faudrait lui parler de comment elle voyait ça Oui, c'est intéressant. les 7 Ouais. premières années, puis comment elle voit les 3 dernières. Mais Ah oui, en pour toi, il y tout. a eu comme une coupure Ah oui, 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 tu sais, il 100%. y a comme un avant 7 ans puis un après 7 ans, ouais? Oui, oh, Ça a oui, été vraiment au 7 niveau de ans, la. l'année charnière? Moi, ça a été 7 ans. L'année charnière OK, entre pas respecter ce rythme-là, être beaucoup ouais, trop investi dans le développement d'entreprise. En même temps, on venait d'ouvrir l'usine. L'usine a à peine 5 ans. Donc, il y a eu les 2 premières années de l'usine ont été vraiment, vraiment intenses. Puis après ça, les 3 dernières, on dit, OK, là, on a trouvé la zone d'équilibre. Ce qu'on se souhaitait, là, tu sais, on l'a trouvé. Puis aujourd'hui, on le maintient. Donc, on y prend soin à cet espace-là. Mais oui, Marie-Hélène, puis je pense que beaucoup de couples finissent par se perdre dans l'entrepreneuriat ouais. d'un des deux. Puis je reprends la même analogie des grands sportifs parce qu'il y en a un des deux qui met tout son énergie sur le développement de son projet. Puis au final, ben, l'autre personne attend. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, ben là, j'attendrai pas longtemps. Là. J'ai déjà attendu Tu me beaucoup trop disais longtemps. Là. ouais, puis tu me disais aussi qu'il y avait tout un rapport à la région parce que, tu sais, les deux, vous venez d'Abitibi aussi, puis tu Ouais. sais, il y a comme il y a comme un engagement envers la Côte-Nord aussi. Puis tu me disais qu'à chaque année, ou du moins, tu sais, il y avait comme de redéfinir, en fait, pourquoi vous êtes dans la région, puis de rechoisir la Ouais. région comme milieu de vie aussi. Tu avais eu ces réflexions-là avec Marie-Hélène? Tout à fait. Puis ça, ben, c'est derrière nous aujourd'hui. Mais pendant un bon, ça fait 15 ans presque 15 ans qu'on est sur la Côte-Nord, 13 et 15 ans, faudrait que je calcule. Là. Mais certainement, pendant les 8 à 9 premières années, c'était un contrat annuel qu'on renouvelait, ce contrat moral-là qu'on renouvelle avec la Côte-Nord. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont, peu importe de quelle origine, un peu ce réflexe-là en disant, bon, ben est-ce que je refais une autre année? Est-ce que puis on les voit, les gens c'est correct, là, qui viennent vivre la Côte-Nord pendant une dizaine d'années, après ça, vont vivre ailleurs. Puis nous, en fait, ce cadre moral-là, on avait besoin de le faire aussi pour sentir qu'on avait l'espace de décider de changer ou décider de rester. Puis on ne se mentira pas, pour les nouveaux arrivants, je pense que tout a changé chez nous aussi. La journée où Marie-Hélène a trouvé une vraie job, là, donc un emploi, mais plus qu'un emploi, là, vraiment là, quelque chose qui est dans son domaine, là, parce que Marie-Hélène a eu plein d'emplois, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis quand elle a trouvé cette fameuse profession-là, ben là, elle a fait bon. Là, tout a pris sens. Là. Puis elle ne quittera pas l'OLIV. Présentement, elle est au Conseil régional de la culture. Puis elle ne quittera pas ça. Elle adore cet espace-là. Fait que, mais ça a été dur au début. Se créer, développer l'entreprise tout en se créant un réseau aussi, en n'étant pas d'ici. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé parce que ça sort de l'entreprise pour moi, mais dans la vie personnelle, ça a été plus difficile. Là, ouais, hein? On était bien intégrés, bien implantés, mais après ça, quand c'est le temps d'aider Marie-Hélène à avoir un emploi pour pouvoir rester sur la Côte-Nord, là, je me suis retrouvé, là ça a été difficile, là, cet élément-là. Mais ça s'est bien terminé. Difficile? Ah non, qui a été difficile, dans le fond, le renouvellement du contrat moral. Puis oui, à chaque année, le renouvellement, mais le contrat, puis de dire, ben là, il est arrivé un moment où Marie-Hélène a dit, ben là, moi, je ne trouve rien dans mon domaine à Baie-Comeau. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on est ici. Je pense qu'il va falloir penser s'en aller dans une autre région. Puis il y a eu ce 6 mois-là où est-ce qu'elle cherchait partout au Québec. Puis elle a trouvé des jobs qui l'intéressaient ailleurs. Mais c'est juste, moi, ma compréhension de ça, c'est pour faire venir des gens de l'extérieur sur la Côte-Nord, la qualité de vie est super importante. S'assurer que les deux s'épanouissent dans leurs emplois aussi, c'est super important. C'est un tout, en fait, hein, c'est ça. Oui. Puis tu sais, c'est ça, c'est d'avoir les outils, en fait, pour se développer, tu sais, autant au sein de notre communauté, autant au niveau personnel que professionnel, finalement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement,
sais, moi, le nombre de connaissances, d'amis qui ont quitté la région à toutes les années, ça arrive. Le nombre d'entreprises aussi qui ont été créées puis que finalement ça n'a pas fonctionné pour des raisons aussi d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, des difficultés, des obstacles aussi. Tu sais, c'est pas toujours facile, mais j'ai l'impression que de plus en plus, comme communauté, on est à l'écoute de ça aussi, puis qu'on essaie de mettre sur pied des choses pour attirer des nouvelles personnes dans la région, mais aussi assurer la rétention de ces gens-là dans la région, tu sais. Puis ça, je salue chaque initiative qui est mise sur pied, puis c'est un peu pour ça, le podcast. C'était dans cette optique-là aussi de dire est-ce qu'on peut se réapproprier nos histoires entrepreneuriales ou nos histoires artistiques aussi, parce qu'on en a des artistes qui vivent de leur art en région, et de discuter de notre rapport à la région également, puis d'avoir des histoires peut-être inspirantes, ou du moins qui vont ouvrir la discussion sur on devrait... Qu'est-ce que je peux faire pour rester sur la Côte-Nord, ou qu'est-ce que je peux faire pour encourager ou attirer des nouvelles personnes? Tout à fait. Puis c'est vrai, je l'entends de plus en plus, puis c'est une question que je pose aussi souvent quand on voit des personnes qui arrivent sur la Côte-Nord, des entrepreneurs qui sont en démarrage. Ben la question sur la vie conjugale, ben le lien plutôt travail, famille, travail, vie personnelle, là, c'est des sujets aujourd'hui qui sont plus tabous comme ils étaient avant. Là. C'est des sujets qu'on aborde souvent assez rapidement, autant quand on se fait accompagner par des mentors que dans les différents réseaux. Là. Oui, au niveau de la santé mentale, d'ailleurs, aussi, c'est beaucoup plus ouvert avant, puis ça fait du bien aussi là, de lever la main quand ça va pas, puis d'en parler librement avec des gens, parce que ça peut être assez difficile parfois dans le parcours. Mais c'est un bon point parce que moi, j'ai eu la chance, en démarrage des premières années, de joindre un groupe d'entrepreneurs. Puis là-dedans, je voyais des entrepreneurs de 25-40 ans de carrière qui étaient certains médicamentés, fatigués, des vies familiales compliquées avec trop de travail, à mettre un genou par terre puis à repenser à ça. Puis moi, je commençais. Puis là, le super-héros d'entrepreneur que j'avais dans ma tête, là, parce qu'un entrepreneur, ça n'a pas faim, ça mange pas, c'est pas fatigué, tout va bien. Puis là, j'ai fait, hey, on a le droit de se dire ça, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de trouver que c'est fâchant, on a le droit d'essayer d'en faire moins pour avoir une vie personnelle qui fait plus de sens. Puis ça a déconstruit chez moi beaucoup de biais que j'avais dans la tête sur l'image de l'entrepreneur super-héros, là, qui est comme, non, l'entrepreneur, c'est un humain, il est fragile, il a des émotions, il pleure, il est fâché. Oui, puis que ça fait partie du processus, peu importe, ça fait combien de temps qu'on a ouvert l'entreprise, peu importe. Moi aussi, c'est beaucoup des discussions que j'ai avec mon mentor, parce que je fais partie du réseau des mentorés. Réseau M? Par la SADC, puis allô Michel. Mais j'ai un mentor qui est dans un autre domaine complètement, mais qui a vraiment plusieurs années d'expérience comme entrepreneur. Puis je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un échange. Il y a vraiment, lui, il me raconte un petit peu c'est quoi son quotidien. Moi, je m'ouvre aussi. Puis à un moment donné, ben les deux, on s'ouvre sur les difficultés qu'on vit. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la perspective de dire, ben il y a des solutions des fois qu'on voit pas, ou il y a aussi des hey, prendons le temps de réfléchir ça. Prendons le temps de laisser de l'espace à ça, puis fais confiance au processus aussi, tu sais. Puis de se le rappeler, je pense que c'est important de ramener le côté humain. Puis c'est vrai, on est tous humains, puis on en vit toutes des déceptions, mais on n'en parlait pas avant, tu sais. Puis là, il y a comme un peu plus d'espace pour ça, puis ça fait tellement du bien d'humaniser un petit peu le super-héros ou l'entrepreneur, là. Effectivement, c'est le fun d'ouvrir cette discussion-là. Mais là, je vois que le temps file, ça fait à peu près 1 heure. C'est super intéressant, nos discussions, sincèrement. J'aurais tellement plein de questions à te poser encore, mais il y a peut-être 2 questions que je pose à toutes mes invités, en fait. Le podcast s'appelle « Le Caplan roule ». Et là, je voudrais savoir, toi, ton rapport au Caplan. Est-ce que tu l'as déjà vu rouler?
Est-ce que, parce que, bon, à Bécomo, il est peut-être un petit peu moins présent parce qu'il y a beaucoup de roches, il y a moins de plages de sable. Souvent, il va rouler peut-être plus, je pense que c'est à Pointe-aux-Anglais le plus proche, ou il y a peut-être Pointe-aux-Anglais, je sais que c'est Baie-Trinité comme l'endroit où est-ce qu'on se rejoint pour OK, voir le Caplan rouler, là. Ouais, OK. ouais. Puis à quoi ça ressemble? Es-tu déjà allé? Non, en fait, ça fait partie des choses que j'ai toujours mis à plus tard. Puis là, il va Ah falloir que tu ouais! m'invites, Anédite, là, quand ça va Ah rouler, ouais. là, parce Je que pense que je vais faire un événement parce qu'Ève Ringuette du podcast numéro 1, là, elle vient en fait tu sais, elle vient de cette île, tu sais, membre de la communauté de Ouachat Macmabettenam, puis elle s'est jamais rendue aux plages. Mais quoique, c'est quand même difficile de le voir rouler. c'est Je parlais ça, avec une amie récemment qui me disait, moi, j'habite à Galix et à chaque fois que je suis allée au Caplan, il a jamais roulé. Mais là, je me dis, il y a des petites. Je pense il va falloir que je crée un festival du Caplan pour oui, quelque donner chose, parce rendez-vous que à tous ceux qui l'ont jamais vu rouler. puis j'adorais, puis ça a souvent été sur mes affaires à faire cette année. J'étais comme, OK, ben là, je vais aller voir le Caplan rouler, puis là, je vois les amis. C'est ce soir, on y va, puis là, on regarde les projets comme non, ce soir, je peux pas aller à minuit le soir. Demain matin, il faut que je sois à job, à micro à 6 heures du matin. Pas question que j'aille voir le Caplan rouler. Mais là, ça va être une promesse. Je vais aller voir le Oui, Caplan rouler. C'est pas 2023, c'est 2024, Anédite, quand tu vas lancer ton festival du c'est. Caplan, là. C'est sûr qu'on est là. Je viens-tu de me commettre, moi, là? Mais oui, mais c'est tellement magique de le voir rouler parce que c'est ça scintille. Mais c'est vrai qu'autant il peut rouler à 9 h le soir qu'à minuit le soir. Donc, il y a pas d'heure, en fait, pour aller. C'est toujours une surprise. Ah, moi, dans C'est ma ça tête, c'est qui le mythique. rend C'est comme magique. ça. Il faut qu'il y ait une pleine lune puis que ça soit après minuit, là. C'est comme mythique dans ma tête. Fait que préserve le Ah ouais, mythe, hein? là. Préserve le mythe. Ben, avec grand plaisir. Fait qu'il va falloir que tu te rendes à Vétrinité, donc après minuit. Mais c'est ça, c'est Ouais. que pour toi, c'est le cap, parce qu'on appelle ça la pêche miraculeuse aussi, là. OK. C'est parce que ça se déplace, puis il y en a tellement beaucoup dans la vague, puis on pêche ça à la prise. Ouais. Donc, c'est une pêche miraculeuse. Tu sais, tu te retrouves avec des seaux pleins de nourriture, là. C'est ça qui est Ouais. quand même assez particulier. Mais c'est quoi justement, ta fascination pour le Caplan, tu sais? Ou Ah, c'est ben, vraiment les anecdotes d'amis qui t'ont parlé un petit peu de comment ça se passait? oui, puis pour avoir vu des images, des vidéos Ouais. de tout ça, tu sais, ça revient dans ce côté mythique de la Côte-Nord, là. Tu sais, ça revient dans les choses qui sont uniques dans notre région, que les gens... Puis en plus, ben, je pense que aller au Caplan, c'est encore plus intéressant d'y aller avec des gens qui vont vraiment au Caplan. Nous, on est curieux, on est des curieux Caplan, là, versus on les voit, là, les gens en 4 roues qui sont, OK, eux, ils sont vraiment là chaque année, puis ils savent quoi faire avec le Caplan, là. Parce que pas juste remplir des chaudières, puis après ça, dire, bon, on va faire griller sur le feu, on verra ce que ça va goûter, là. Fait que, mais oui, pour moi, le côté mythique du Caplan fait partie des légendes nord-côtières, là. Tout à fait, je le vois comme ça. Puis éventuellement, ben, je deviendrai peut-être un fervent ambassadeur du Festival du Caplan. Ah, avec grande joie. Mais ouais, c'est communautaire. C'est ça qui est le fun Ouais, aussi, le c'est ça. Caplan. Hein? C'est que ça fait en sorte que les gens se rassemblent. Puis, ouais, puis c'est ça. C'est non seulement des... puis, tu sais, il y a tellement d'histoires aussi liées, tu sais, à l'activité du Caplan, de voir comme plein de feux sur le bord de la grève, de voir des gens se rassembler, passer une soirée entre amis. Puis, c'est ça. Puis là, il y a tout le temps cette adrénaline-là quand quelqu'un crie que le Caplan est en train de rouler. Là, tout le monde court avec leur seau. Puis, tu sais, courir avec j'appelle ça des bottes à l'eau, là, des bottes d'eau, là. Ouais. C'est pas toujours très, très élégant, mais c'est pas grave. On est... ça fait partie de la chose. Peut-être une dernière question que j'ai envie de te poser et que je pose à chacun chacune de mes invités. Qu'est-ce que tu souhaites léguer à la Côte-Nord? Qu'est-ce que tu souhaites, quel impact souhaites-tu avoir dans ta communauté finalement? Oui, la question est prise. Je suis jeune encore pour penser à ces choses-là, mais disons que si je pense à André Morin, pas tant à Saint-Pancras, mais à André Morin, quand je serai en fin de carrière, je pense que je vais être fier si
si j'ai suffisamment co-créé, donc co-développé, co-créé, de faire les choses ensemble, de faire les choses avec d'autres entreprises, d'autres projets, des OBNL, des festivals. Moi j'aime faire les choses en coopération, donc en partage avec d'autres identités en conscience. Je trouve qu'ensemble, on fait mieux. Ensemble, on fait plus grand. Puis c'est ce qui m'inspire beaucoup. Puis d'où ça vient cette volonté-là de collaborer? Parce que moi, je dis souvent, parce que Kaplan, c'est un peu la même chose, là. On souhaite vraiment faire beaucoup de partenariats avec des artistes, avec des entreprises et tout ça. Puis je me disais, moi, ça vient beaucoup de mon côté communautaire. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le communautaire. Donc, tu sais, je dis tout le temps que ça vient un peu de là. Mais toi, ton histoire ou ton rapport ou l'importance qu'il y a avec ce concept-là de collaborer, ça devient d'où? Ben, je sais pas. Écoute, j'ai été dans plein d'organisations d'OBNL depuis que je suis jeune. J'en ai démarré. Puis je pense que ça vient de ce sentiment-là. Dès le début, depuis que je travaille dans des OBNL, c'est le fait de faire les choses ensemble, le fait de faire les choses pour un bien commun, plus grand que soi. Puis où l'individu s'efface un peu au nom du projet puis du groupe, là. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Je suis quelqu'un qui fait des sports d'équipe plus que des sports individuels. Donc, j'aime faire les choses ensemble. Moi, j'aime m'entourer. En fait, je pense que ça vient du désir de s'entourer, de partager avec les gens. Oui. Du désir de... C'est sûr... Oui, comme un succès collectif versus un succès personnel ou individuel n'a tellement pas la même portée. Là. Ben, j'ai un frisson sur un succès collectif, puis je suis beaucoup plus, à la limite, timide du succès individuel. C'est pas une bonne chose, là, mais tu sais, parfois, le succès individuel, je suis comme, ben, c'est correct, il m'appartient, ce succès-là. Le succès collectif, il appartient à beaucoup de gens. C'est cool, ça. Ouais. Absolument. Merci d'avoir été... Merci à toi. C'était vraiment une belle discussion, sincèrement. J'ai appris beaucoup sur André aussi, le gars derrière l'entrepreneur. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis d'en apprendre un peu plus aussi sur l'histoire de l'entreprise, la microbrasserie Saint-Pancras. Longue vie. Je vous souhaite un autre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Longue vie à la micro, vraiment. Puis... écoute, merci à vous à la maison aussi, que ce soit dans votre auto sur la 138 ou à la maison d'avoir écouté, regardé ce podcast avec André Morin. Donc, si tu aimes ce qu'on fait, si tu as aimé la discussion, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube ou à laisser ton commentaire. C'est toujours tellement agréable de te lire, de vous lire, donc à la maison, dans votre voiture. Merci, André. Merci à toi, Anédith.